Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être fidèles à notre rendez-vous avec le Cercle des Chroniqueurs. Vous retrouverez Annabelle Guiraud dans Santé pour Yael. Bonsoir Annabelle, comment ça va? Bonsoir à toutes et tous. Quel est le thème de ta chronique ce soir? Eh bien ce soir, on va parler inclusion et visibilité des personnes LGBT+, au travail. LGBT+, série TV, c'est l'affaire de David Alphen qui est avec nous ce soir. Salut David, comment ça va? Bonsoir Brahim, ça va et toi? Ça va, merci. Le thème de ta chronique ce soir? Eh bien ce soir on va faire une pause dans l'histoire des représentations LGBT dans les séries télé et parler un petit peu d'actualité. Bonsoir à Nathan qui est aux manettes pour la réalisation de notre émission. Salut Nathan. Salut Brahim, comment ça va? Ça va, merci, et toi? Ça va super. Homo Micro, l'invité du jour. Lundi 17 mai 2021, journée mondiale contre l'homophobie. À cette occasion, nous recevons un grand cinéaste français, Gaël Morel, que beaucoup connaissent déjà. Gaël Morel est acteur, scénariste et réalisateur. Il s'est fait connaître et remarquer à 22 ans dans le film d'André Téchiné, Les roseaux sauvages, sorti en 1994, avec lequel il aura le César du meilleur espoir masculin. Il y interprète le rôle d'un adolescent introverti et tourmenté qui découvre son homosexualité. Dans la foulée, l'année suivante, il tourne dans un film de Didier Haudepin, Le plus bel âge, en 98, dans Zonzon de Laurent Bounic. Il évolue ensuite vers la réalisation de longs métrages avec À toute vitesse, je m'en souviens vraiment bien, et encore Notre paradis en 2011 et Prendre le large en 2017. Alors, Gaël Morel est aussi réalisateur de plusieurs courts-métrages. Ce soir, il vient nous parler de son dernier, Famille, tu me hais déjà, diffusé sur France 3 il y a maintenant quelques temps, et il sort aujourd'hui en DVD. En une seconde, ma vie a basculé complètement. Ça veut dire que toutes les perspectives de vie que j'avais, par exemple, dans ma ville, parce que faut dire ce qu'il y a, j'ai pas simplement quitté ma maison, j'ai quand même quitté ma ville, j'ai quand même quitté mes amis. Pour moi, c'est pas un choix parce que ça vient tout seul en fait. C'est un monde dont je sais que ça a toujours été là. Quand j'ai été placé, j'ai réussi à dire que non, qu'il me tapait dessus et que je trouvais pas ça logique. After that, my father started to cut my neck. I was really bleeding, and I ran away. Gaël Morel, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Merci, vraiment ravi de t'avoir parmi nous. Alors, on vient d'entendre un extrait de ton documentaire qui avait été diffusé il y a quelques mois, comme je disais tout à l'heure, sur France 3 et qui vient de sortir en DVD chez Épicentre Film. Alors, ce documentaire suit des jeunes qui ont été exclus du foyer familial en raison de leur orientation sexuelle. Antoine Duvignal, bonjour. Bonsoir Brahim, bonsoir à tous. C'est un documentaire vraiment très poignant et très émouvant. Oui, alors Famille tu me hais est un documentaire effectivement émotionnellement très fort, à la hauteur de la violence qui se dégage des témoignages. C'est un documentaire consacré à l'homophobie au sein de la famille, l'une des formes d'homophobie les plus difficiles à vivre, tant elle est destructrice parce que secrète. Sans doute plus dommageable que les insultes ou les coups distribués anonymement dans la rue, cette homophobie-là condamne l'enfant ou le jeune adulte à une vie clandestine dans la crainte de l'exclusion. Sous sa forme la plus violente, lorsqu'elle est découverte ou déclarée, elle met ces jeunes à la porte du domicile familial, les jette à la rue en raison de leur orientation sexuelle, avec insultes, coups, voire tentatives de meurtre par leurs propres parents. Ces situations terribles apparaissent à travers les témoignages de 7 jeunes adultes, garçons ou filles, que Gaël Morel a rencontrés. Tous nous touchent par leur sincérité, leur simplicité, leur courage et la tendresse qui s'en dégage. On comprend bien que le pardon est souvent difficile, mais pas de haine envers leurs parents, pas de réaction d'agressivité.
Ce qui frappe, c'est surtout leur incompréhension, leur surprise devant la violence de ces rejets. Et puis aussi, parfois, la détresse, l'envie de revoir le petit frère, la petite sœur. Le récit de James, la façon dont il raconte son histoire, est particulièrement bouleversant. Je dirais même émouvant, aux larmes, vraiment. Son témoignage est quasiment insoutenable, tant on le sent perdu, esseulé, en manque d'affection, en manque de famille, ne comprenant pas que des parents puissent se comporter comme ils l'ont fait. La violence de son beau-père lui fait si peur qu'un jour il préfère ne plus rentrer chez lui. On sent que c'est un garçon sensible, tendre, triste. Il essuie une larme pour dire que sa mère et son petit frère lui manquent. Et malgré la violence du contexte familial dans lequel il s'est trouvé, son plus grand souhait serait pourtant de construire une famille. Le cas de Stiwan, lui, est carrément horrifiant. C'est son propre père qui l'attaque au couteau et manque de le tuer. Il nous montre les longues cicatrices qu'il a au cou pour le restant de ses jours. À 18 ans, son père l'a sommé d'avouer qu'il était gay. Le père est en prison, bien sûr, heureusement, mais la blessure affective, celle-là, est profonde, ad vitam. Tiwan est encore mal dans son corps d'homme, il l'était déjà à 10 ans et veut terminer sa transition. Amal, elle, est musulmane, elle aime les femmes, que les femmes. Elle résiste à son père qui voudrait lui faire admettre qu'elle n'est pas encore tombée sur le bon candidat, que pour l'instant, elle n'a rencontré que des bâtards. Elle résiste, persiste, dit qu'elle aime les femmes. Sa mère lui crache dessus, son père l'emmène au commissariat, demande aux policiers de la ficher S, arguant du fait que sa copine est libyenne. Très jeune, Melvin a aimé se maquiller. Sa mère ne voulait pas être vue avec lui, elle avait honte de son fils. Mais le plus dur, le plus violent, c'est son grand frère. Il lui casse ses trousses de maquillage, les jette, l'insulte. De 15 à 18 ans, il est traité dans sa famille de sale pédé. Il fait 2 dépressions, s'enfuit, se cache dans une cave plusieurs semaines, n'échappe pas à la prostitution pour survivre. Ce qui frappe dans tous ces témoignages, c'est la résilience de ces jeunes adultes, leur sentiment que rien n'est perdu, qu'un avenir est possible. Leur reconstruction est en marche, malgré les traumas qu'ils ont subis. Progressivement, ils apprennent à vivre, à se respecter, à se projeter après avoir été détruits par ceux qui auraient dû les aimer. Pour tous les 7, cette reconstruction est passée par le refuge, par l'accueil, le soutien, l'accompagnement qu'ils y ont trouvé. C'est un documentaire au ton juste, d'une grande pudeur et d'une grande sensibilité dans l'approche de ces naufragés de l'homophobie. On n'en ressort pas indemne. Ta première question Alors, première question, le mariage pour tous. Il existe déjà depuis 2014, je crois, si je ne me trompe pas trop. Ouais, on voit bien que le regard sur l'homosexualité a évolué, en mieux, heureusement. Et pourtant, on entend ces témoignages, quand on les entend, on est glacé par tant de dureté, de rejet, de bêtises aussi. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe ? Alors, étrangement, je ne trouve pas ça du tout paradoxal. Moi, je crois que le mariage pour tous, c'est une fausse victoire, parce que fondamentalement, il n'a pas donné l'accès comme ça, ce qu'on appelle le droit à l'enfant. Puisqu'on est toujours, je pense que l'histoire de la PMA n'est toujours pas passée, n'a pas toujours est une loi qui est en suspension. Donc déjà, la PMA n'est même pas passée, la GPA n'en parlons pas. Et donc finalement, ce mariage, je trouve que en fait, il faut dire les choses, c'est une défaite totale. Je pense que la victoire, ça aurait été de faire que le Pacs ouvre aux mêmes droits légaux que le mariage, hormis les enfants, puisque les enfants ne sont pas autorisé, entre parenthèses, pour les homosexuels qui se marient. Donc, je vois pas où est la victoire et je pense que moi, je trouve que c'est une défaite. Il n'y a jamais eu autant d'actes homophobes. Chaque année bat le record de l'année précédente. Mmh. Alors, on dit oui, mais les gens ont plus de facilité à témoigner. C'est pas totalement vrai non plus. On n'a pas eu plus de facilité à témoigner d'une année à l'autre. C'est absurde. Et en plus, la parole homosexuelle est de plus en plus en marge. Marginalisé, parce que quand on fait un film homosexuel, avant, un film comme Les Nus Fauves pouvait sortir dans 300 salles. Aujourd'hui, un film où l'homosexualité, sans être un sujet, mais est au centre d'un film, eh ben, le film, au lieu d'avoir 10 salles à Paris, je prends l'exemple de Paris, il en aura 3.
Donc je trouve que c'est absolument faux. Le mariage pour tous n'a ouvert à rien. Et est vraiment une défaite. Et le film voilà, de Famille tu me hais en témoigne. Je veux dire, les faits sont là et ils parlent pour eux. Donc moi, je ne vois pas où est la victoire de ce mariage pour tous. D'ailleurs, puisqu'on est sur la journée nationale de l'homophobie, alors le rapport de SOS Homophobie, dans les chiffres qui sont publiés, j'ai vu, ça va dans le sens du documentaire, en fait. C'est-à-dire que l'homophobie familiale, transphobie, homophobie familiale est aggravée. Il y a de plus en plus de cas qui sont signalés. Alors que l'homophobie, j'ai d'ailleurs courante, enfin celle de la rue, les actes homophobes qu'on voit comme ça dans la rue, et les cas, la signalisation de ces cas à SOS Racisme diminue. C'est-à-dire que, en fait, l'homophobie familiale est vraiment, j'allais dire malheureusement, en développement, en poupe, enfin, elle va en poupe. Oui, c'est vrai qu'ils ont beaucoup. Enfin, c'est vrai que l'association qui s'occupe de ce problème, donc le refuge, chaque année, pareil, augmente comme ça. C'est exponentiel les demandes qui sont adressées aux différentes antennes comme ça du refuge. Oui. Alors, à propos des familles, est-ce qu'on doit mettre en cause les clivages sociaux? Alors, cette violence physique, cette immaturité parentale, ne la trouve-t-on pas plutôt dans des familles modestes et populaires? Les bons cathos BCBG de la Manif pour tous ou du Printemps français, on les imagine mal dans cette forme de violence-là. Alors, n'est-elle pas tout aussi violente, mais plus sournoise, je dirais, et plus maîtrisée, bien que provoquant autant de dégâts, Gaël? Elle existe, évidemment qu'elle existe, cette violence. Mais en l'occurrence, elle n'a pas les mêmes effets parce qu'un jeune qui est victime de l'homophobie de ses parents issus d'un milieu bourgeois, il aura plus de manières d'y répondre, soit par le réseau d'amitié qu'il aura, il aura toujours un endroit où aller dormir, il aura toujours d'argent dans sa poche. Donc ça ne crée pas les mêmes complications. Où là, quand on est dans le prolétariat, c'est la prostitution, c'est la drogue, c'est vivre dans la rue. Donc la différence, elle est là dans l'expérience de vie. Après, dans ce que ça casse en soi, je pense que la violence est la même. Voilà, il n'y a pas longtemps, on revoyait à la télé le film dont on parlait tout à l'heure en antenne, Baiser caché. Et Baiser caché, c'est vraiment, alors pour le coup, c'est de l'homophobie familiale, bien sûr, mais dans un milieu bourgeois. Et je ne sais pas si tu te souviens du tout film. À fait, oui. Et c'est vraiment, c'est Nathan et puis le gamin, l'autre, celui qui est le père est chirurgien, grosse situation, grosse maison, piscine, enfin tout y est, quoi. C'est un bon milieu bourgeois. Et cette violence-là qui se dégage dans cette homophobie au sein de la famille, elle est aussi violente, sinon plus violente que celle, à la limite, des cas qui sont traités dans Famille tu me hais. Je veux dire, ça va très loin. Le gamin, on lui interdit de parler à sa mère, il déjeune pas à la même table que ses parents. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement violent. Oui. Et pourtant, il n'y a pas d'agression physique. Non, et puis il y aurait pas non plus de problème, disons, matériel pour cet enfant s'il était mis en dehors de chez lui, parce qu'il y a un tissu social autour qui est plus important que pour des jeunes qui sont vraiment déjà, même dans leur famille, qui sont dans la nécessité matérielle. Et moi, c'était aussi une volonté, parce que quand je parlais de ce projet à des amis qui connaissent moins le sujet, beaucoup me disaient ce serait bien de donner la parole, pas qu'à des bourgeois. Vous voyez, parce qu'il y a une association entre homosexualité et bourgeoisie, l'idée que tous les homos sont bourgeois. Et ça, c'est quand même aussi un truc qui est une idée courante pour les gens qui connaissent mal ce milieu. Et on me disait, ce serait bien de donner la parole à des jeunes qui ne sont pas que des bourgeois. Alors j'ai dit, c'est drôle parce que pour le coup, la plupart sont issus de milieux très populaires. Ouais. Et ça, c'était important pour moi en dehors de donner la parole, en dehors de la problématique pure de l'homophobie dans la famille, c'était de donner la parole à des
à des jeunes issus justement du prolétariat, voire le sous-prolétariat. Parce que c'est une parole, de plus en plus, les paroles qu'on a, les paroles publiques comme ça, c'est soit des paroles très conformes, ou alors c'est un français complètement écorché, mais pour faire rire, dans les téléréalités pour jeunes. Mais donner la parole comme ça, des jeunes issus de milieux défavorisés, pour qui les mots sont presque des obstacles, ça m'intéressait en dehors enfin, au-delà de tous les sujets, quoi. Antoine ? Finalement, cette incapacité, c'est une question très générale, finalement, c'est-à-dire que cette incapacité à aimer ses propres enfants, à être pétri de préjugés comme ça, d'idées toutes faites, de quoi elle est révélatrice, cette incapacité-là. Pourquoi des parents peuvent être aussi impropres, enfin inaptes à avoir le minimum d'amour pour leurs enfants. C'est une question très océanique, parce que je dirais que c'est comment on peut savoir quel parent on sera. Ça voudrait dire qu'on sait l'enfant qu'on aurait. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, je pense que c'est très compliqué, parce qu'il y a des gens qui peuvent tenir de grands discours d'acceptation sur leurs enfants et qui seraient incapables de faire face à quelque chose qui ne rentre pas dans leur plan. Et je pense qu'un enfant ne rentre pas dans les plans, quoi qu'il en soit, de la vie de ses parents. Donc, je pense qu'il n'y a rien. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas une religion. C'est pas une histoire de religion. C'est pas une histoire non plus de milieu, d'un milieu social particulier. C'est vraiment transversal à beaucoup de choses. Cette homophobie-là. D'accord. Gaël Morel, tu ouvres ce documentaire par des citations sur l'homophobie de responsables politiques, de chefs d'État actuels, du pape lui-même. Est-ce pour nous montrer que l'homophobie de nos jours est bien là, au plus haut des sommets de ces États? On voit ce qui se passe au Brésil, en Pologne, en Hongrie et j'en passe. Ça m'intéressait de prendre des paroles de pays comme ça, ou de personnes qui ne sont pas attendues. Parce qu'évidemment que si on parlait de la Jamaïque ou de Dubaï, on aurait pire. Mais ça m'intéressait justement d'aller chercher en Europe, d'aller chercher dans des pays qu'on trouve très libéraux, comme le Brésil, ou le pape, qui est quand même un sage, ce pape-là, mais qui a quand même... Ça lui a échappé dans une conférence. Alors, pour le coup, après, le Vatican a retouché et a réécrit un peu le texte en retirant ce que moi j'avais, ce qu'on a mis dans le documentaire. Mais c'est pour dire que c'est présent, évidemment, c'est très présent, et il y a vraiment des agitateurs de haine de plus en plus. Par exemple, quand on entend certains propos de Zemmour, où on ferait croire qu'il y aurait comme ça des lobbies gays qui imposeraient je ne sais quoi. Ça fait rire quand on sait à quel point déjà la solidarité entre les gays n'est pas nécessairement acquise, même dans notre milieu, qu'est le cinéma. Donc c'est vraiment des fantasmes qui agitent la haine, quoi. C'est très présent, mais c'est quand même les cas qui sont pris en introduction. C'est pas rien quand même. Je veux dire, ce sont des pays. Voilà, c'est le Brésil. Bolsonaro, c'est effrayant. Voilà, c'est effrayant. C'est la Hongrie. Je veux dire, voilà, c'est pas. Puis la Tchétchénie, évidemment, qui est quand même un des pires. Un développement de l'homophobie dans des pays qui sont quand même, une acceptation de l'homophobie finalement, et la Pologne, bien sûr. Mais c'est pour ça que il n'y a pas une vraie volonté politique, quoi qu'il en soit. Elle est presque impossible à mettre en place. Il n'y a pas de volonté politique pour lutter contre l'homophobie, parce que la manière la plus claire, ce serait de rompre les liens diplomatiques avec les pays qui sont des tortionnaires, comme l'Irak, comme l'Iran, je veux dire. Et il y a rien de très grave qui est pris comme sanction à l'égard de ces pays. L'homophobie en Pologne, elle est même favorisée.
Oui, non, mais avec les zones LGBT, anti-LGBT. Voilà, ce que je trouve incroyable, oui, en Pologne, ça pose une vraie question, parce que, alors oublions le reste du monde, et puis regardons l'Europe, mais l'Europe n'est même pas foutue sur les droits LGBT, d'imposer quelque chose à des pays qui vivent aussi grâce à l'Europe, qui se développent grâce à l'Europe, et qui développent donc leur haine. Moi, je trouve ça incroyable de voir ça. Oublions alors le monde, parce que tout est très compliqué, mais juste sur l'Europe, c'est incroyable de voir qu'on ne peut pas imposer une égalité ou un respect. Et éviter au moins le développement de l'homophobie. Dernière question, Gaël Morel. Donc, tu as réalisé de grands films, et là, réaliser un tel documentaire, Famille, tu me hais. Qu'est-ce que tu as appris dans ce travail-là, et qu'est-ce qui t'a entraîné à te lancer dans cette aventure? En fait, je me disais que si je faisais un documentaire, il faudrait que ce soit un peu engagé. Enfin, je voulais un documentaire qui soit engagé, et surtout, je voulais mettre en scène la parole. Parce que quand je tourne des films, mes dialogues, j'essaye de faire des dialogues assez factuels et de ne pas dire trop de choses, de les écrire trop. Et là, je me disais, je ferais le contraire. Je voulais mettre en scène des gens qui parlent. Ouais. Et puis ce sujet, c'est parce que j'avais été sollicité par le Refuge il y a une dizaine d'années pour être parrain d'un événement avec Chantal Lobby. Et j'avais donc découvert cette réalité qui, pour moi, était vraiment moyenâgeuse. J'imaginais bien que c'est compliqué pour certains parents d'admettre l'homosexualité de leur enfant. Mais je trouve que c'est bien plus terrible d'être victime de l'homophobie de ses parents. Oui, effectivement. C'est ce qui est le plus terrible, d'ailleurs. Petite dernière. Oui, petite dernière. Non, juste parce que tu parles de Chantal Lobby. Et effectivement, dans la présentation du documentaire, on voit Philippe Gall qui parle. Il y a Chantal Lobby qui est derrière. Et moi, il y a un truc que j'ai retenu de la part de Philippe Gall, qui cite ce qu'on lui a dit, bien sûr. Un père qui dit, en parlant de son fils dont il suppose l'homosexualité, et il dit « Si j'apprends que mon fils est gay, je l'enterre vivant et je danse sur sa tombe. » Ça, c'est quand même quelque chose. Des projets cinématographiques Des projets, mais c'est vrai qu'en cette période de Covid, ça aide à se projeter, donc un projet, se projeter. Mais je n'ai pas envie d'en dire plus, parce que c'est tellement contredit par l'actualité, partout. Merci d'avoir en tout cas répondu à notre invitation. Famille, tu me hais, qui sort en DVD chez Épicentre, qu'on peut trouver un peu partout, et aussi Homo à la bouche. Longue vie dans le cinéma, et on espère un jour te recevoir pour nous présenter un prochain grand film. Merci beaucoup. Merci. J'espère. À très vite. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Nathan, nous allons passer à la musique. Qu'est-ce que tu nous proposes de bien? Alors du coup, aujourd'hui, je vais vous proposer une artiste qui est très connue et qui surtout a été, on va dire, dont sa popularité a explosé suite à une controverse qui s'est faite par rapport à un chroniqueur d'RTL qui a osé dire, on va dire, du mal de cette personne et de cet artiste, soi-disant qu'elle était satanique et que sa musique était pas bien du tout. Il s'agit de Oshi, et du coup, le morceau s'appelle Amour Censure. Placard, mes sentiments, surtout ne rien dire et faire semblant, être à part, un peu penchant, au bout du navire, je coule doucement. Maman désolée, je vais pas te mentir, c'est dur d'effacer tout ce qui m'attire, un peu dépassé par tous mes désirs. Papa, c'est vrai, j'ai poussé de travers. Je suis une fleur qui se bat entre deux pierres. J'ai un cœur niqué par les bonnes manières. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai ta main un jour, c'est sûr. Il n'y a pas d'amour censure.
qui je suis vraiment. Faire taire la rumeur, les mots sont tranchants. Se mentir à s'arracher les dents. Il cherche un docteur, on souffre sans être souffrant. Maman désolée j'ai pris tes calmants. C'est pas que je voulais partir mais c'est violent. Je voulais juste dormir un peu plus longtemps. Papa t'inquiète j'ai appris à courir. Moi aussi je veux une famille à nourrir. On s'en fout près de qui je vais m'endormir. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas impur? Pour pas que je pense à en finir, vos coups m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai ta main un jour c'est sûr. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas impur? Pour pas que je pense à en finir, vos coups m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai sa main un jour c'est sûr. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Il n'y a que de l'amour sincère. Les enfants, c'est pour un homme et une femme. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Ce n'est absolument pas pour des homosexuels. Il n'y a que de l'amour sincère. De plus en plus de gays à la télé, donc les gens se posent des questions sur eux-mêmes. Ça se propage en fait, comme une maladie qui se propage. Et puis alors avec des chiens, puis avec des chats, des singes, et puis quoi après? Alors disons que ça fait partie du mal parce que ça ne va pas dans le sens de l'amour qui a été donné par Dieu entre un homme et une femme. Homo Micro, l'invité du jour. On poursuit cette journée mondiale contre l'homophobie. Rudy Degardin, bonsoir. Bonsoir, Brahim. Avant d'accueillir notre invité, alors qui va donc garder l'oreille bien donc attentive, quel est le contexte aujourd'hui de l'homophobie dans le football? Alors, il y a 55 856, c'est le nombre de footballeurs professionnels dans la Ligue de première et deuxième division. C'est un chiffre de 2019 de l'Observatoire de football. Et 0, c'est le nombre de footballeurs en activité qui sont ouvertement gays en France. Donc cela signifie-t-il qu'il n'y a que des hétéros qui joueraient au foot de façon professionnelle? Dans les années 90, il y avait Justin Fashanu, le premier footballeur pro qui a fait son coming out au Royaume-Uni. Mais cela a entraîné l'abandon de sa famille, le rejet de la communauté sportive et son tragique suicide en 1997. En France, comme on l'a dit, aucun joueur en activité n'a encore fait son coming out. À noter qu'Olivier Rouillet ou encore Oussem Belkacem l'ont fait, mais au moment de leur retraite. Donc, face à cette absence de coming out, on peut se demander si le stade de foot ne serait-il pas alors un environnement hostile aux LGBT. Le président de la Fédération de football, Noël Le Graët, répond que non. Dans les colonnes de Ouest France, il récuse l'idée que les stades seraient des lieux homophobes. Pour autant, dans ce milieu extrêmement viril, les mots PD, tapette et enculé sont des insultes qui figurent autant sur les banderoles que dans les chants des supporters. On se souvient du match Nancy-Le Mans ou encore de Marseille-Nice qui ont été interrompus à cause des propos homophobes des supporters il y a quelques années. Mais pour lutter contre l'homophobie, dans le sport, des voix se lèvent. Par exemple, il y a la Fédération sportive gay et lesbienne qui regroupe plus de 50 associations sportives LGBT et près de 8000 personnes en France. On y trouve en son sein l'équipe de rugby, les Coqs Festifs ou encore les Roucoulettes pour le handball. Quant au football, il y a les Panam Boys and Girls United, dont nous avons la joie de recevoir aujourd'hui l'un de ses fondateurs et présidents, Bertrand Lambert. Bonsoir Bertrand, merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonsoir à vous, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Alors tu vas nous présenter un peu notre invité? Oui, tout à fait. À l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie, vous venez nous présenter le court-métrage réalisé par SoFilm que ton association a produit avec la Ligue de football professionnel Foot Ensemble, SOS Homophobie et La Chaussette Rouge. Pour la première fois, vous réunissez 32 joueurs de football professionnel qui scandent le message fort « homo ou hétéro, on porte tous le même maillot ». Avant que tu nous en dises un peu plus, permets-moi quand même de faire une petite présentation des Panam Boys and Girls United pour nos auditeurs. Alors, en 2 mots, c'est un club composé de 4 équipes de foot, 2 féminines, 2 masculines, et l'inclusivité y est le mot d'ordre. Peu importe l'orientation, la couleur de peau ou la religion, ce qui compte, c'est le sport. Et à votre compteur, il y a 565 matchs joués et une médaille d'or lors des Gay Games de Paris en 2018 et on vous en félicite.
Mais ce n'est pas tout, puisque vous êtes aussi actif dans la lutte contre l'homophobie dans le football. Vous allez dans les centres de formation pour sensibiliser les joueurs les futurs joueurs professionnels, ou encore vous allez à la rencontre des supporters. Donc votre objectif est de rendre visible la lutte, et ça passe notamment par les tenues, puisqu'en 2014 et 2016, vous avez fourni à des joueurs pros des lacets arc-en-ciel lors de la Ligue 1 et de la Ligue 2. En 2018 et 2020, c'était les brassards arc-en-ciel pour les capitaines et les coachs. Et aujourd'hui, on passe à l'étape supérieure, puisque ce sont des maillots où figurent les couleurs arc-en-ciel pour les joueurs de Ligue 1, si je ne me trompe pas. Et donc, ça a été ce dimanche qu'on a pu voir. Et il y avait la Ligue 2 également, hein, c'était tout le week-end. Super, tout ce week-end. Et donc là, maintenant, on peut voir que les maillots vont être mis aux enchères, 100 maillots qui vont être mis aux enchères avec des profits reversés à des associations qui luttent contre l'homophobie. Oui, il y aura les Panam Boys, Foot Ensemble et SOS Homophobie qui vont récolter des fonds. Merci beaucoup pour ce papier. Tout a été dit et... Moi, je peux m'en aller, tout a été dit. Très bien. À Saint-Étienne qui ouvre le score, oui, par Bouenga, l'un des meilleurs attaquants de l'équipe. Mais mec, tu viens ou quoi? Ça bute déjà là. Ouais, j'arrive. Avec un but, j'allais le dire, traditionnel, Camara qui déborde et Bouenga du pied droit. Oh, ça chauffe à la Mosson, Anne-Laure Bonnet, ça va être un penalty pour Lyon contre Montpellier. Et le capitaine Vittorino Hilton qui... Carrément, c'est pleureuse là, toujours sur les parterres sans déconner. Se roule de douleur, l'arbitre qui... Enculé. Oh mais regardez-moi ce neuf, c'est une grosse diote lui. Pilotage de Palavas, va. C'est reparti partout et c'est déjà chaud Estelle Denis à Lille. Mais non, mais regardez les mecs là. Ils font exprès de tomber, l'arbitre il siffle à chaque fois. Bah c'est pas du foot ça. On est chez les gonzesses. Regarde bien le ralenti, on voit bien qu'il prend sa jambe d'appui. C'est net, non? Mais tais-toi. Tu vois bien que c'est une équipe de tapettes, non? Tiens Nono, tu me remettras un verre s'il te plaît. Les tapettes ça me donne soif. Non, laisse tomber Matt. Ça rien. Direction Bollard, les 100 et or qui trouvent l'ouverture, Baptiste Vendroux. Et les supporters du On n'est pas des pélés. Espèce de fiotte. C'est qu'une pédale. Sale fiotte, putain. Enculé. Homo comme hétéro, on porte tous le même maillot. Bertrand Lambert, ce clip s'adresse à qui? Il s'adresse d'abord aux supporters. En fait, ça se voit, ce verre brisé qu'on a entendu, on l'a pas vu, il y a une version vidéo évidemment sur les réseaux sociaux. C'est pour briser ce tabou de l'homosexualité dans le foot. Et l'idée de ce message, le message qu'on veut faire porter, en fait, l'idée, c'est pas de stigmatiser des supporters. On part pas du principe qu'ils sont homophobes. On part du principe que leurs chants et leurs insultes le sont et qu'ils heurtent toute une communauté. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrête. Et donc le panneau qui suit ce qu'on a entendu, c'est « les mots ont un sens ». Et oui, les mots ont un sens. Quand on dit PD, tarlouse, même à la cantonade, même sans intention homophobe, on heurte toute une population. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrête. Et donc le sens de ce clip, c'est de dire aux supporters, si vous avez vraiment besoin d'insulter l'équipe adverse, la langue française est suffisamment riche, on n'est pas obligé de se dire PD, enculé et tutti quanti. Et voilà, et l'idée, c'est d'apaiser, ce que disait Rudy tout à l'heure, apaiser le climat autour du foot professionnel pour peut-être un jour arriver à un coming out d'un joueur en activité. Tant qu'on aura toutes ces insultes dans les stades, quel environnement pour quelqu'un qui veut se lancer? Évidemment, ça n'arrivera pas. Alors comment vous faites un peu pour tenir le coup face aux difficultés? Parce que depuis le temps que tu luttes dans le foot, il y a du travail, vous avez fait évoluer un certain nombre de choses. Quelle évolution tu as vécue depuis que tu vis depuis qu'on a lancé les Panam Boys en 2013, franchement, mais quel chemin on a parcouru. Bon, déjà, le club a vachement grandi, on était une seule équipe, on est quatre équipes maintenant, mais c'est pas ça le plus important. C'est que la première opération qu'on a lancée, ça a été rappelé tout à l'heure par Rudy, c'était les lacets arc-en-ciel. Mais quand on a convaincu la LFP de le faire, c'était en 2013. Il n'était pas question à l'époque de mettre le mot homophobie dans le communiqué de presse parce que, je cite, les grands clubs n'étaient pas prêts. Donc moi, je suis parti du principe qu'il fallait y aller petit pas par petit pas, qu'on allait en prendre plein la figure parce que ça n'allait pas assez fort, ça n'allait pas assez loin. Mais quand on regarde le chemin, alors certes, 8 ans, hein, c'est beaucoup, mais 8 ans plus tard, on est le premier
pays en Europe continentale à avoir une opération comme celle qu'on a eue ce week-end, avec des flocages arc-en-ciel. Ça n'est jamais vu tout ça. Et des joueurs professionnels qui prennent la parole pour dénoncer l'homophobie, mais à part en Angleterre, ça n'existe pas. Donc on a réussi un travail de titan, et je dois dire que je suis très fier du chemin parcouru. Pour autant, est-ce que l'homophobie va disparaître dans le foot grâce à ça? Évidemment non. Mais le problème n'est plus sur le tapis. On en parle. Et hier, il y avait des millions de téléspectateurs devant le multiplex. Ils ont tous vu le slogan en début d'émission « Homo ou micro ». Homo micro. Ma langue fourche, homo ou hétéro, on porte tous le même maillot, et ça a forcément suscité des réactions. Alors évidemment, on a vu des trucs horribles sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Mais on a vu aussi des familles où les gens se sont dit « Ah, c'est quoi ce maillot arc-en-ciel? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a ça? Il y a de l'homophobie dans le foot? Ah, je ne savais pas. Il faudrait peut-être qu'on en parle. » Et voilà. Et donc, du coup, on en discute. Et on avance petit à petit. Maintenant, il faut aller sur le terrain, au plus près des réalités, mais là, ça demande des moyens humains colossaux pour aller dans tous les clubs de France, porter la parole. Je sais que Johan Lemaire le fait très bien avec Foot Ensemble. SOS Homophobie le fait. Nous aussi, on l'a fait à notre petite échelle. On est un club de 100 personnes. On ne peut pas non plus tout changer du jour au lendemain. Mais il va falloir aller du côté du foot amateur, évidemment. Et pour le moment, c'est vrai qu'en haut du foot amateur, il y a la FFF, pour qui il n'y a, d'après son président, ni homophobie ni racisme. Donc là, de ce côté-là, évidemment, il y a du boulot, il n'y a pas pire problème que celui qu'on refuse de voir. Le foot amateur, les dirigeants ont évolué un peu quand même aussi, non? Mais bien sûr, on a reçu par exemple ce week-end des clubs amateurs qui nous ont envoyé leur logo en mode arc-en-ciel en nous disant « nous aussi, on veut s'associer à cette démarche ». Donc bien sûr qu'il y a une prise de conscience, bien sûr que c'est en train d'évoluer. Mais le problème, c'est que cette homophobie, mais elle est un peu systémique dans le foot et ça part dès le début en fait. Il faut être un vrai mec pour gagner un match de foot et on parle du principe qu'être un vrai mec, c'est être hétérosexuel. Le problème, il est là. Tout ça, évidemment, n'a aucun sens. Et tant qu'on aura ce virilisme exacerbé dans le foot en particulier, parce que c'est vraiment le dernier, je pense, où il y aura une barrière qui va tomber, ça sera le foot. Les autres sports s'y seront mis plus tôt, je pense. Il y a encore énormément de travail à faire, mais on est écouté au niveau de la ministre, on est côté de la LFP. Bon, bref, les choses avancent petit à petit quand même. Oui. Et qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui te disent que finalement, il n'y a pas forcément d'homophobie dans le foot, que peut-être on grossit le problème ou autre? Est-ce que... Moi, je m'intéresse au foot parce que je suis joueur de foot et que mon club, c'est un club de foot, donc j'essaye d'œuvrer dans cette direction-là. S'il n'y avait pas d'homophobie, il y a longtemps qu'on a eu un coming out. Et pardon, mais des joueurs homosexuels qui jouent actuellement en Ligue 1, il y en a. On le sait, je ne vais pas dire on les connaît, mais si, on les connaît. Ils n'ont pas fait le choix de faire leur coming out, et c'est un choix intime et vraiment très personnel, donc on ne peut pas les forcer. Mais il faut que les jeunes aient un modèle. Et le jour où ils auront ce modèle, ils n'auront peut-être pas peur d'être eux-mêmes. Et lorsqu'un grand joueur international ou français aura dit moi je suis gay, je marque autant de buts que Olivier Giroud, qui lui ne l'est pas, et voilà, où sont les préjugés vont tomber d'un coup. Donc il va falloir attendre. On se souvient tous du coming out d'Amélie Mauresmo, qui en avait pris plein la figure à l'époque. Ça a été très dur pour elle. Voilà, ça sera encore, je pense, très dur pour celui qui va se lancer. Mais on sera là pour l'accompagner. Et je pense que la société, en tout cas, les médias et les sponsors sont prêts à ça. Les supporters le sont-ils totalement? Moi, je veux penser que oui. Mais il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Dernière question, ça concerne un rapport. Oui, absolument. Alors j'aimerais te parler du rapport Foot Ensemble, avec qui d'ailleurs tu travailles avec les Panama Boys. Et pour rappel, ils ont mené une enquête pour savoir comment était perçue l'homosexualité chez les jeunes footballeurs dans les centres de formation. On y apprend que l'homosexualité est très largement acceptée à 78%. 71% pensent qu'un joueur homosexuel puisse être capitaine, et 74% des joueurs ne sont pas hostiles à un coming out dans leur équipe. Mais c'est assez paradoxal puisque 79% des répondants estiment aussi que assumer son homosexualité dans le football reste dangereux, courageux et difficile. Donc que penses-tu de ce rapport de Foot Ensemble, puisque comment on peut arriver à une telle acceptation en parole, mais en même temps, aucune personne qui fait son coming out, comme on en a parlé? Là, je pense parce que l'acceptation, c'est quelque chose d'individuel. Donc 80% des gens sont d'accord et l'acceptent, parce qu'ils connaissent des gays dans leur entourage. Enfin voilà, ils sont prêts à ça. Mais en même temps, l'acceptation de quelqu'un qui va faire son coming out dans une équipe, c'est quelque chose de collectif. Et tous ces gamins qui se disent « moi, je suis prêt à accepter d'avoir un coéquipier », ne pensent pas que le foot est prêt à accepter collectivement un coéquipier homosexuel. Et c'est vers ça qu'il faut tendre, c'est là qu'il y a toute la difficulté. Après, moi, je trouve vraiment que ce sondage est encourageant, parce que les jeunes, c'est les footballeurs de demain. Ouais. Et que voilà, et qu'il y a quand même des signes d'espoir, tout ça. Et alors, malgré tout, ils sont 80% à dire qu'ils sont OK pour avoir un coéquipier gay, et ils sont 41%
aussi à dire qu'ils profèrent des insultes homophobes dans le stade sans avoir conscience forcément que c'est des insultes. Donc là aussi, c'est un travail de pédagogie pour expliquer le sens des mots. Et une fois que les mots sont expliqués, voilà. Alors, ça va jusqu'au très haut niveau. Il y a quelques jours, on a quand même Kimpembe qui est sorti du match Rennes-PSG avec une super bande de tapettes. Bon. Et ça n'a pas été jugé par la commission de discipline parce que ce n'était pas dans le rapport officiel. Là, il y a des choses à faire évoluer et on travaille avec la LFP, mais là, il faut qu'on les fasse évoluer là-dessus, où effectivement, il faut que la commission s'auto-saisisse quand ces paroles sont entendues à la télé pour sanctionner. Et l'idée, parce qu'on a réussi à imposer que le racisme et l'homophobie soient traités de la même manière, ce qui est tout à fait logique. Il n'y a pas à avoir de discrimination plus importante que l'une que l'autre. C'est les mêmes problèmes. Il y a 10 matchs possibles de suspension pour des propos discriminatoires d'un joueur. C'est conséquent. Mais nous, on ne souhaite pas qu'il soit suspendu. Ça ne sert à rien. Ce sont des sanctions. On veut pouvoir le rencontrer, qu'il y ait des travaux d'intérêt général qui soient décidés pour qu'on puisse discuter avec lui et essayer de le faire évoluer par rapport à ça et qu'il prenne conscience de l'importance de sa parole, surtout quand elle est reprise comme ça à la télé. Ouais. Merci en tout cas Bertrand pour ce message d'espoir. Dis-nous, pour rejoindre les Panam Boys, que faut-il faire? Il faut prendre ses crampons et venir dans le 19e arrondissement, dans le 20e. Pardon. Le 20e. Nous, on joue porte de Montreuil. Franchement, vous êtes tous et toutes les bienvenus. On a 2 équipes filles et 2 équipes masculines. Voilà, ça va de 20 à 45 ans. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau particulier. Vous faites de la compétition, vous faites juste des entraînements. Et si vous voulez juste nous apporter votre enthousiasme et votre fraîcheur et des idées, eh ben venez nous voir sur notre site panamboys.fr avec un Z. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. À très vite parmi nous. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Le dernier morceau musical, Nathan ? Alors, ce dernier morceau musical, il est très spécial, parce qu'en fait, il faut savoir que cette musique a été réalisée pour une marque, et aussi pour une marque britannique qui s'appelle Colours, et en fait, elle est très connue au Royaume-Uni, parce qu'elle défend beaucoup les droits des Noirs, et aussi des LGBT. Et du coup, aussi de toutes les personnes qui sont en difficulté financière et qui ont connu aussi des déboires en termes aussi de violence physique ou alors aussi adultère ou tout ce que vous voulez. Et du coup, au fait, il y a un morceau qui est très populaire en ce moment en Grande-Bretagne et qui représente aussi très bien les situations qu'ils ont eues en ce moment lors des derniers déboires au niveau du Covid, au niveau des tout ce que vous voulez. Et du coup, au fait, ce morceau, il est réalisé par Annie, qui est une rappeuse noire, anglaise, qui est très connue pour ses morceaux politiques et engagés. Et ensuite, du coup, elle a décidé aussi de s'allier à une grosse personne et plutôt une chanteuse assez impressionnante en ce moment au niveau de la scène anglaise qui s'appelle Georgia Smith et du coup qui est très connue. Et du coup, au final, cette chanson s'appelle Paint Black Girls. On écoute. There's pink black girls in my area, cold, dark skin, light skin, medium tones, permting braids, got mini afros, thick lips, got hips, some of us don't, big nose contours, some of us won't, never wanna put us in the media, bro, want a fat booty like Kardashians, want a fat booty like my auntie got a yo, we like the blood clot, tell her reload it, I've got the camera, my girls are posing, I need some backup, then my ones are rolling, grown women things, I'm never at risk, mind my own business, I'm never in mess, who am I ain't bae, get a slice of the cake, want a house with a view and a new pair of shoes, keep it real from the jump, Gucci gang, little pump, little vibe, little bass, little kick, little snare, little lies, big truths, do you, they don't care. Do you, they don't care, get your ass at the box and build up from there. I don't have a gang with me, but I still walk with a gangster lean and rock Nikes cause we think they're clean. MJ leather jacket, beat it Billie Jean. MJ leather jacket cause I think I'm bad. That's cool, I like it. The growth, the light, the pain, the fight. We love, we fight, we hurt, we cry. He paid the price, you'll be I think I need some time away. I took a little time. I pray we gon' be alright. Okay, alright, okay, alright, okay. I think I need some time away. I took a little time. I pray we gon' be alright. Okay, alright, okay,
girls, not area codes. These black girls need to be in the shows. Be on the runways, not just mood boards. On top of that, we got a steam in your team. Look at your crown, natural, relaxed at a Jericho. One time soft and sheen. Where black girl magic is sometimes blue. Might broke a hairband or two. Raise my voice, you're gonna say that I'm angry. Kiss my teeth, and now you say that I'm hood. Kid at 16, you say it's my destiny. Drive a range, you think I'm up to no good. Give us a break and let us breathe, man. Give us a chance, let us achieve, fam. And I know that my hair looks a bit different today, so don't touch my hair. Like, new hair, who this? Old black bomber jacket and a band to twist. Look, mind over matter, I can handle this. We're fine, took a second of awards and risk. See, I think that I care too much, but all of some cover see air. 2 cups, I've got nothing to show, but you love, check my flaws and all my trials. I was black back when it wasn't even in style, that's cool. I like it, the growth, the line, the pain, the fight. We love, we fight, we hurt, we cry. We paid the price, you'll be. I think I need some time away. I took a little time. I pray we gon' be alright. Okay, alright, okay, alright, okay. I think I need some time away. I took a little time. I pray we gon' be alright. Okay, alright, okay, alright, okay, alright, okay. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et c'est le moment de retrouver Annabelle pour Santé pour Yel. Ma dernière chronique sur les discriminations LGBT+, au travail remonte à janvier 2020. Quid 1 an et demi plus tard? C'est ce que nous allons voir ensemble. Si je vous dis « enculé »,« win »,« pédé », ce n'est pas un boulot de pédé. Qui n'a pas entendu ces mots au boulot? 41% des employés interrogés par le dernier baromètre de l'autre cercle IFOP, paru en février 2020. Toujours dans cette même étude, les chiffres sont catégoriques. Une personne LGBT sur 4 victime d'au moins une agression LGBT-phobe au travail. Cela peut être des moqueries, insultes, agressions physiques ou sexuelles. Selon l'enquête, les gays et transgenres représentent plus de la moitié des personnes LGBT victimes de discrimination. Est-ce qu'il y a un rapport entre visibilité et LGBT-phobie, Annabelle? Oui, et plutôt 2 fois qu'une. Si l'on prend le mot visible au sens premier du terme, on sait qu'un homme plutôt efféminé subit 3 fois plus de moqueries comparé à un homme type masculin, selon le baromètre de l'autre cercle IFOP. Et puis, être visible, ce n'est pas seulement ou ce n'est pas uniquement l'identification par l'apparence. Visible, c'est aussi accepter d'être une personne LGBT+, au travail et de parvenir à s'inclure à une organisation hétéronormée tout en restant soi, personne LGBT+. Très souvent, la visibilité est meilleure dans les entreprises sensibilisées et engagées, comme le suggère le baromètre 2020, qui relève jusqu'à 2 personnes LGBT visibles sur 3, versus une personne LGBT visible sur 2 en temps normal. Je rebondis sur ta stat. Alors, seulement une personne LGBT visible sur 2 au travail, mais cela doit être aussi dur pour ces 50 personnes non visibles. Ils s'inventent une vie, on va dire, hétéronormée, non ? C'est vrai, Brahim. Tu peux avoir des personnes LGBT non visibles qui vont jouer un rôle, s'inventer une vie hétéronormée. Et tu as aussi des LGBT non visibles qui vont être muets sur leur vie, se replier, s'isoler. Dans les 2 cas, on est d'accord, ce sont des stratégies pesantes à la longue. D'ailleurs, le baromètre, l'autre cercle IFOP, souligne que 3 personnes sur 10 déclarent mal vivre cette non-visibilité au travail, avec des pensées suicidaires relevées chez 50% des LGBT+, victimes de moqueries ou propos vexants. Alors ces chiffres sont édifiants quand même et démontrent que la souffrance des LGBT au travail est loin d'être un fait négligeable. Alors je pense à la crise Covid que nous traversons. Ça ne doit pas être, on va dire, ça ne va pas forcément améliorer les choses. Qu'est-ce que tu en penses, Annabelle? C'est vrai, depuis mars 2020, on connaît une drôle de vie. Confinement, couvre-feu, vie sociale en berne, télétravail longue durée. Une étude a d'ailleurs été menée pendant le premier déconfinement estival, c'est le baromètre 2020 de Boston Consulting Group TETU, et les résultats sont édifiants. Seulement 43% des personnes LGBT sont visibles au travail, soit une baisse de 11 points depuis leur dernière enquête en 2018.
Et pour 30% des interrogés, la visibilité LGBT est considérée comme un désavantage. Et comment expliquer ces chiffres alors ? Une crise Covid qui ruine le moral par le manque de liberté, le télétravail extensible qui isole et angoisse, des salariés LGBT frileux d'être out en raison de la situation économique et la crainte d'être lestés en cours de route. C'est fort probable que cette longue crise sanitaire pousse les entreprises à freiner leur engagement en la matière. Selon la dernière enquête Boston Consulting Group TETU, les organisations de moins de 1000 employés sont très en retard sur le sujet de lutte contre les discriminations LGBT+. Et pourquoi tout ça ? L'orientation sexuelle et l'identité de genre n'ont rien à faire dans le monde du travail. Ça relève de la vie privée. C'est pas une priorité, car il y a d'autres chantiers à mener. Rentables. Erreur de raisonnement. Lutter contre les LGBT-phobies en entreprise devrait être obligatoire, car c'est ni plus ni moins de la prévention en santé et sécurité au travail. Et je sais de quoi je parle. Que dit le Code du travail ? L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. L'employeur a une obligation de résultat. Côté pénal, les discriminations au travail liées à l'orientation sexuelle et l'identité de genre sont interdites sous peine d'une amende de 45 000 €, voire 3 ans de prison. Alors, et nul n'est censé ignorer la loi. Donc oui, une entreprise devrait intégrer les questions de diversité et inclusion dans son organisation. Car oui, une personne LGBT visible dans une entreprise engagée sera bien dans ses baskets, épanouie dans son travail et performante. C'est de la prévention contre les risques psychosociaux et une démarche d'amélioration des conditions de travail. La qualité de vie au travail, ça ne se résout pas à la mise à disposition d'un baby-foot ou de panier de fruits. Non, c'est beaucoup plus subtil que cela. C'est une démarche globale et transversale qui impacte l'organisation entière d'une entreprise et qui implique l'ensemble de ses collaborateurs. Dernière question, Annabelle. Alors, est-ce qu'on peut être des DG, des RRH qui nous écoutent ? Comment peuvent-ils engager leur entreprise dans une démarche diversité-inclusion, Annabelle ? Il y a plusieurs solutions qui existent. Alors tout d'abord, il y a une boîte à idées, le plan national d'action pour l'égalité contre la haine et les discriminations anti-LGBT 2020-2023, qui a été lancé par le gouvernement et piloté par la DILCRA. Ce plan repose sur 4 axes: reconnaissance des droits des personnes LGBT+, renforcement de leur accès aux droits, lutte contre la haine anti-LGBT+, et l'amélioration de la vie quotidienne. C'est un découpage assez fin pour guider les entreprises convaincues à s'engager dans les démarches de diversité et inclusion LGBT+. Et les entreprises peuvent aussi être guidées dans leur démarche par des structures associatives spécialisées, les associations et réseaux LGBT intra-entreprises, sans oublier l'incontournable association professionnelle L'Autre Cercle. Alors, outre sa vocation d'observatoire, ses missions sont d'accompagner les organisations et de promouvoir les bonnes pratiques. Depuis 2013, L'Autre Cercle a d'ailleurs mis en place une charte d'engagement pour aider les entreprises signataires à inclure la thématique LGBT+, dans une politique de promotion de la diversité et de prévention des discriminations. Au dernier recensement officiel du 31 mars 2021, 158 entreprises et collectivités françaises de toute taille ont signé cette charte d'engagement LGBT+. Cette charte, elle n'est pas magique, mais elle contribue à faire progresser les lignes LGBT, à lutter contre les LGBT-phobies, promouvoir la diversité et l'inclusion et donc faciliter la visibilité des personnes LGBT au travail. Ce qui est certain, c'est que le combat contre les discriminations LGBT+ au travail est une course de longue haleine. Quand une entreprise se mobilise sur ce thème, la démarche doit être globale et transversale. Une politique portée par la direction, un encadrement formé à ces questions, une sensibilisation à l'ensemble du personnel, voire le combo de la perfection, nommer une personne référente diversité et inclusion. C'est-à-dire une personne, pas forcément LGBT, mais sensibilisée à la cause et qui servira de premier contact d'information, voire de relais d'infos si nécessaire. Alors ne pas laisser le Covid ralentir la dynamique d'engagement et de lutte contre les LGBT-phobies au travail. La diversité et l'inclusion, un levier d'amélioration, de bien-être et de performance au travail pour toutes et tous. C'est ça aussi l'intégration en entreprise. Merci pour ces encouragements, Annabelle. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et nous terminons cette émission avec David Alphen, série LGBT+, avec David. Alors David, tu vas nous parler série LGBTQ dans la dernière fois, tu nous en avais donc parlé. Tu terminais ta chronique en nous annonçant que l'on était à l'aube d'un grand changement historique en termes de représentation LGBT dans les séries TV. Et tu vas nous tenir en haleine encore au moins 15 jours. Oui, Brahim, il y a plein de nouveautés qui sortent ce mois-ci, alors je fais durer le suspense. Je fais un bond dans le présent avec de l'actualité série du mois de mai.
Alors pourquoi soudainement plein de nouveautés maintenant ? Eh bien, tout simplement la crise sanitaire, Brahim, parce que les calendriers de production ont été arrêtés et ont repris tous en même moment aux États-Unis principalement. L'écriture, le montage, en passant par le tournage, étant assez similaires d'une série à l'autre, les chaînes et les plateformes de streaming dévoilent leurs nouveautés en même temps. Alors c'est intéressant tout ça, David, mais ça m'intrigue un peu. Toutes les séries ont arrêté de tourner pendant le Covid, c'est ça ? La plupart ont arrêté pendant le premier confinement, mais certaines ont repris assez tôt avec un choix à faire, celui d'intégrer ou non le Covid dans la narration. Ça permet, dans le cas où on intègre justement le Covid dans la narration de la série, de justifier le fait que les personnages portent des masques et donc d'avoir des plateaux et un environnement de tournage beaucoup plus safe. Tu as des exemples à nous donner ? Pour les séries qui comptent des représentations LGBT, il y a l'increvable Grey's Anatomy qui a fait le choix d'attaquer la crise sanitaire de fond, évidemment, ce sont des médecins, ou toutes les séries avec des pompiers, Station 19, 911, 911 Lone Star, sa série dérivée, New Amsterdam, qui se passe aussi dans un hôpital. Des séries qu'on devrait d'ailleurs retrouver sur TF1 très prochainement, bien que j'imagine que ça ne va pas être évident pour les programmateurs d'imaginer comment programmer ces séries à l'heure de grande écoute pour reparler pendant une saison entière du Covid. À l'inverse, par exemple, il y a Zoé et son incroyable playlist sur Warner TV, qui, elle, par contre, a décidé de ne pas penser au Covid et de vraiment passer à côté, dans lequel on trouve d'ailleurs un personnage gay flamboyant et nuancé. Mais voilà, pour le coup, là, le Covid n'existe pas dans cette série. Et quelles sont les nouveautés à découvrir ce mois-ci, David ? Eh bien, il y a par exemple Pause, High School Musical, la série. On parlait de Love Victor il y a quelques temps qui revient, Special et Elite. Est-ce que vous connaissez Pause autour de cette table, par exemple ? Moi, personnellement, non. Autour de moi non plus. Oh, personne. Alors, écoutez, il faut connaître Pause, il faut regarder Pause. Pause, c'est une série créée par Ryan Murphy et Brad Falchuk, les papas de Glee, qui a été créée en 2018. Ça se passe en 1987. La 3e saison vient de commencer aux États-Unis sur FX et sera disponible très bientôt sur Canal+. Et pour moi, le tour de magie de Pause, c'est que c'est une série sur les années SIDA dans le milieu noir américain du voguing new-yorkais. Vous savez, le voguing, c'est ces concours de danse et de défilé qui a commencé à New York, que Madonna a récupéré et qu'elle a démocratisé ensuite avec sa chanson justement Vogue. Et la particularité, c'est que toutes les héroïnes sont des femmes transgenres, jouées par des comédiennes transgenres, ce qui est une vraie révolution. Ça a énormément changé de choses en termes de représentation. Les personnages transgenres ne sont pas joués par des comédiens et des comédiennes cisgenres. Et ça c'est vraiment quelque chose qui a permis aux personnes transgenres de s'identifier, de se retrouver, de se sentir enfin reconnues. Et évidemment, dans les années SIDA, donc on parle d'homophobie, on parle de SIDA, on parle de VIH, on parle de suicide. Et malgré tout ça, on est quand même dans la banalisation parce que la série traite ça avec de façon romanesque, avec une douceur, une justesse qui fait qu'on n'a pas l'impression d'être dans du misérabilisme comme on l'a d'habitude. Et rien que pour ça, regardez Pause, cette série est révolutionnaire. Vous avez Special qui revient pour sa saison 2 sur Netflix de Ryan O'Connell. Je vous en parlais la dernière fois. L'acteur et auteur de 34 ans a été victime d'un accident lui-même de voiture quand il avait 20 ans et impliquant des séquelles cérébrales. Et c'est ce qu'il relate dans sa série semi-autobiographique qui mélange drame et comédie sur sa difficulté à sortir des jupes de sa mère et à trouver l'amour dans une ville comme Los Angeles où l'apparence physique et l'harmonie du corps est un dieu qu'il faut vénérer coûte que coûte et surtout imiter. Donc vous imaginez que pour lui qui a un handicap, c'est pas forcément évident et la série est très drôle. Vous avez une nouvelle saison de RuPaul qui se passe en Australie, vous savez, la télé-réalité concours de drag queen qui revient, RuPaul Down Under, que je vous conseille sur WoW+. High School Musical sur Disney+, la saison 2 qui arrive. Dans la saison 1, il y avait un couple gay très timide qu'on voyait à peine, et bien parce que ça vise un public très jeune, et bien figurez-vous que le public a été a très bien reçu ce couple gay, ce qui fait que dans la saison 2, il devient principal et il fait partie intégralement de cette nouvelle saison. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on touche pour le coup un public très très jeune dans cette comédie musicale en série télé sur Disney+. Et enfin, la saison 2 de Love Victor. Love Victor revient pour sa saison 2 à partir du 18 juin. Et la saison 1, j'avais adoré. J'espère que la saison 2 sera aussi bien, voire mieux. Et pour conclure, David, ton conseil série de la semaine ? Eh bien, évidemment, Pause, donc il arrive bientôt sur Canal+, et The Politician sur Netflix, des mêmes créateurs que Pause, Ryan Murphy, Brad Falchuk et Ian Brennan. The Politician, ça raconte l'histoire d'un jeune homme bisexuel très sûr de lui qui, à la fac, décide de lancer sa carrière politique pour devenir président des États-Unis. Faut être ambitieux. Pour le meilleur et pour le pire, c'est une satire très Ryan Murphy, décalée, très sensible et survoltée. À regarder sur Netflix. David, tu es un véritable pro, tu es vraiment dans les temps et Dieu sait que tu as vachement bossé pour... Je bord l'infarctus, mais tout va y bien. Arriver. Merci à toi. Merci David, merci Annabelle, merci Antoine Duvignal et merci à la réalisation, notre ami Nathan. C'est fini pour ce soir et on vous retrouve la semaine prochaine et nous parlerons, on fera une spéciale Paris, la commune. 50 ans de la commune Paris.
à Paris. À très vite, on vous embrasse et on vous adore. À lundi. Ciao, ciao. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.